Qui est Yukio Mishima? Est-ce que quelqu'un connaît vraiment sa vraie personnalité, sa vraie œuvre? Est-ce que son œuvre est l'œuvre de son corps, le corps de son œuvre? Lorsqu'on s'intéresse à sa vie, et donc automatiquement à son œuvre écrite, puisque c'est un des plus grands romanciers japonais qui malheureusement, à quelques mois, voire années près, a failli avoir le prix Nobel de littérature, et c'est son ami, son maître, Kawabata, qui l'a eu. Et juste après, il n'a pas donné le temps au temps de lui donner ou non ce Nobel, puisqu'il a fini tragiquement. C'est de Mishima, Yukio Mishima, dont j'aimerais vous parler actuellement. Mishima avait pour habitude de dire qu'il y avait 4 fleuves qui irriguaient sa vie. Le fleuve de l'écriture, le fleuve du théâtre, le fleuve du corps et le fleuve de l'action. Mishima lui-même a décrit chacun de ces fleuves avec infiniment de précision. Et si on essaye de les suivre, on peut s'apercevoir que toute son œuvre amène à cette fin tragique dont je vais vous parler. En fait, le fleuve de l'écriture est son premier fleuve où il dit à maintes reprises dans ses différents ouvrages à quel point l'écriture lui est indispensable. Et pourtant il dit, je le cite, « J'ai une aveugle et malsaine foi dans les mots ». Il le dit à maintes reprises, « J'ai besoin d'écrire encore et encore pour combler un vide ». On ne sait pas de quel vide il parle, bien évidemment c'est un vide peut-être existentiel, mais n'allons pas trop vite pour l'instant. Beaucoup malheureusement, nous allons le voir aussi, se sont amusés à vouloir donner des diagnostics, étant donné sa vie assez extraordinaire au sens étymologique, hors de l'ordinaire. Mais suivons les 4 fleuves, puisqu'il s'agit après tout de lui-même, et qui d'autre que lui-même peut le mieux en parler. Après, le fleuve de l'écriture qui ne l'a jamais quitté, il a eu besoin d'écrire tout le temps, même s'il ne trouvait pas entière satisfaction. Il est passé au fleuve du théâtre, qui était une forme d'écriture importante pour lui, comme elle l'est aussi comme forme d'expression au Japon, pardonnez-moi, avec les no, no, avec un chapeau. Il y a les no qui ont été joués. Et Mishima, on va voir, aime à la fois écrire, mais à la fois tout doucement se mettre de plus en plus en représentation. Donc il a écrit les 5 no modernes, mais il a aussi joué. D'ailleurs, une des pièces qu'il a jouées, qui s'appelle Le Compatriote, je pense, il mime et il joue sa fin tragique. Je laisse exprès un petit suspense avant de vous raconter sa fin tragique. Donc il y avait comme ça, il le dit lui-même, de plus en plus cette part invisible de l'écriture qui rendait visible par ses écrits, mais il se sentait en décalage face à la part visible du corps. Je vous rappelle juste que Mishima, quand il était petit, a été malade, très malade, mais d'une maladie somatique, et il a été élevé par sa grand-mère, une dame âgée qui elle-même était malade, et il a eu l'impression qu'il était plus petit, plus chétif que les autres. Alors c'est vrai que quand on regarde des photos de lui enfant, il est assez chétif, et quand il a grandi, il n'était pas très grand, mais la taille moyenne au Japon n'était pas beaucoup plus grande, mais il a eu cette difficulté du corps qu'il considérait invisible par opposition à l'écriture. Donc il commence à être visible dans ce fleuve du théâtre en commençant à écrire du théâtre et à le jouer. Et puis dans le 3e fleuve, qui est le fleuve de l'action, il se dit, et il nous dit, lorsqu'il raconte ce 3e fleuve, qu'il avait envie de rendre visible cet invisible en lui. Et comment rendre visible ce corps, lui qui était allé en Grèce et qui avait admiré les sculptures d'Apollon et toutes ces magnifiques sculptures en marbre? Eh bien il s'est dit, comme j'ai travaillé mon écriture, comme j'ai sculpté mon écrit, et les phrases de Mishima, je fais une petite parenthèse, les traducteurs ont tendance à vous dire que pour traduire une phrase de Mishima, il faut 3 jours, tellement la phrase est pure, dense, belle en étant complexe. Donc il a sculpté son texte et il se dit maintenant il est temps de sculpter mon corps. Et il le fait comme tout ce qu'il fait, de manière intense et de manière profonde. Et là il va fréquenter les salles de gymnastique, les salles de musculation,
Et on va voir au fur et à mesure des photos, il y a de magnifiques photos qui montrent le développement de ce corps, à tel point qu'il se plaît et se prête au jeu de devenir presque un mannequin. Et on voit des photos un petit peu étranges de cet écrivain déjà assez critiqué dans son pays et un petit peu à l'étranger. Eh bien, on le voit dans des tenues en cuir, sur des motos, une photo d'une rose dans la bouche avec une casquette en cuir et des clous. Et puis, il y a la fameuse photo du sein des homosexuels, que les homosexuels adulent, de Saint-Sébastien, où on voit le torse de Mishima criblé de flèches, avec juste un petit drap blanc, et on le voit dans cette position de Saint-Sébastien, et où il se prête à poser. Donc il est dans cette écriture à la fois où on retrouve d'un point de vue littéraire beaucoup plus d'action, et c'est là où il entame ces 4 tomes qui vont le mener au dernier tome, où il décidera que lorsque je finis ce 4e tome, ma vie sera finie aussi. Donc on s'aperçoit qu'il y a un parallèle continu entre l'écriture de son œuvre et étonnamment l'écriture de sa vie. On retrouve souvent des personnes qui vous disent « j'ai écrit ma vie » ou « mon écrit est le reflet de ma vie ». Là, il y a un parallèle assez intrigant entre les deux. Écriture de sa vie et vie de son écriture. Et là, on s'aperçoit que Mishima devient fort, apprécie cette part visible de lui-même, continue à réussir, pas autant qu'il le souhaiterait, parce qu'il est toujours perfectionniste, veut aller toujours de l'avant. Et là, il se dit, il est grand temps de retrouver les valeurs du Japon qui sont en train de se perdre, parce qu'il n'a jamais arrêté d'être dans la vie. Ce n'était pas du tout l'écrivain, vous avez pu peut-être le deviner, isolé, ermite, qui écrit et qui ne veut voir personne. Pas du tout, il se prêtait volontiers, avec beaucoup de joie même, aux interviews, et on retrouve d'ailleurs des interviews assez amusantes et passionnantes. Il se dit, alors il faut savoir que son livre de chevet, je le prononce mal, était le Haggakur, j'essaierai de le retrouver, qui était en fait cet ouvrage sur toutes les valeurs du Japon, qui vous dit que le sabre doit toujours être à vos côtés, le sabre et la plume sont toujours dans votre vie en tant que bon japonais, et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Les valeurs japonaises, selon Mishima, étaient en train de se perdre. Et à quoi pense-t-il? Ça ne lui suffisait pas d'essayer d'avoir le Nobel, ça ne lui suffisait pas d'être intégré dans la société parce que, étant marié, ayant un enfant, il pouvait vivre sa double vie d'homosexuel, mais d'être aussi intégré dans la vie sociale japonaise. Non, il s'est dit, comme j'ai sculpté mes écrits, je continue à sculpter ma vie. Peut-être allait-il sculpter le Japon entièrement. Quoi qu'il en soit, on sait très peu sur cet aspect quand bien même fascinant, c'est que Mishima a créé sa propre milice, la Tetanokai. Il a même créé sa propre tenue militaire, parce que comme je vous disais, il est perfectionniste, styliste dans l'âme peut-être. Il a formé son équipe, ils étaient une petite équipe de militaires, plutôt milice, et ils ont fait ce qu'on appelle une prise d'otage, un putsch. Il a pris en otage je ne sais plus quel militaire de quel grade, et il voulait faire un discours. Malheureusement, la prise d'otage est ratée. Au moment où il sort sur la fenêtre, il y a une très belle photo de lui avec le bandeau blanc, il sort sur la fenêtre pour faire ce discours et dire qu'il faut rétablir toutes les bases anciennes du Japon. Là, la sécurité arrive avec un hélicoptère et son discours est perdu dans le vent. Il rentre, donc c'est une prise d'otage ratée, et il fait ce qu'on appelle seppuku, c'est-à-dire harakiri, et il se tue, puisque c'était prévu. Il avait déposé le matin même son 4e tome de La Mère de fertilité, ce tome où il avait toujours dit « quand je termine, ça sera la fin de ma vie, la fin de mon œuvre correspondra à la fin de ma vie ». On sait tous qu'il a fait harakiri, seppuku, mais on ne sait pas très bien qu'il y a eu cette petite prise d'otage. Alors que déduire pour nous cliniciens? Que penser de cet homme? Tout d'abord, ne jamais oublier qu'il est très difficile de comprendre quelqu'un lorsque nous n'appartenons pas à sa culture.
Mais on s'est aperçu, d'après la littérature psychiatrique, psychologique, psychanalytique et même littéraire, qu'il y avait une mosaïque, un kaléidoscope de diagnostics différents. Alors Mishima, qu'est-il? Un pervers narcissique? Un mélancolique suicidaire? Un exhibitionniste? Un psychopathe? Un terroriste, puisqu'il y a eu une prise d'otage? Un bipolaire? Un schizophrène génial? Pourquoi vouloir toujours mettre un diagnostic? Et si Mishima n'était juste qu'un génie, un merveilleux écrivain? Je terminerai en disant, en citant Aristote, la fiction est beaucoup plus convaincante que ce qui est vraisemblable.